tenions régulièrement informés afin de nous prêter aussi à vos différentes questions, afin qu'ensemble, comme je le dis, presse privée, écrite, audiovisuelle et numérique, puisse effectivement diffuser la bonne information pour une meilleure compréhension de cette épidémie, et pour que les gens se rendent compte que c'est une épidémie qui mérite l'engagement de tous et de toutes dans ce domaine. Donc la situation épidémiologique, aujourd'hui nous sommes à 310 cas, parce que nous avons eu aujourd'hui 17 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de cas à 310 au jour d'aujourd'hui. Deuxième élément, nous sommes à 73 guéris, c'est important, et le décès, il l'a rappelé, la plupart des décès, je dis en dehors des 4 décès intervenus dans nos formations sanitaires, les 17 autres sont intervenus en dehors du système hospitalier. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui m'amène à dire effectivement qu'il faudrait que la bonne information soit diffusée et que les gens se rendent compte que ce n'est pas une maladie honteuse, ou bien au contraire, il faudrait qu'ils déclarent le moindre symptôme, le moindre signe d'appel, afin que nous puissions procéder au prélèvement, à l'analyse, afin de pouvoir prendre en charge correctement les cas. Si cela se faisait, nous sommes persuadés que notre système de santé permettra de trouver des solutions de guérison à tous ceux qui auraient pu être hospitalisés. Donc ça, c'est un appel que je réitère. Vraiment, c'est extrêmement important que les gens puissent, au moindre signe d'appel, nous préférons effectivement faire des tests négatifs, c'est-à-dire même s'il y a le moindre petit signe, même si ce n'est pas le Covid-19, c'est autre chose, nous préférons effectivement tester pour nous en assurer au lieu que les gens restent à la maison, et surtout que c'est des gens d'un certain âge, présentant des comorbidités, beaucoup d'autres maladies qui, le plus souvent d'ailleurs, sont responsables des décès. Bien sûr, le Covid aussi n'en est pas, peut-être c'est un élément supplémentaire de morbidité dans ces cas. Donc ça, c'est un appel extrêmement important. Je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, la plupart des régions du Mali sont touchées, à l'exception de la région de Ménaka, Taoudéni et Ségou. Sinon, toutes les autres régions du Mali sont concernées, que ce soit la région de Gao et la région de Kidal, les gens sont touchés. Ça, c'est un élément assez important. Mais pour l'instant, dans ces deux régions, effectivement, ce n'est pas des cas autochtones, n'est-ce pas? Ce n'est pas des cas autochtones. Ça aussi, c'est un élément de planification qu'il faudrait apporter. Et je voudrais aussi, avant de terminer, certainement donner la parole aux représentants de l'OMS, parce qu'à ces conférences de presse, chaque fois, nous allons inviter une personnalité qui va nous donner son point de vue, sa vision, parce que nous préférons effectivement que dans le cadre de cette prévention et de cette lutte contre le Covid-19, avoir les suggestions, les contributions de tout un chacun, contributions positives pour que nous améliorons notre système. Donc, on ne peut pas dire qu'il est parfait, personne n'est parfait, mais ce qui est important, c'est qu'avec vos contributions, avec vos suggestions, nous pouvons améliorer les dispositifs et faire en sorte que cette maladie puisse définitivement, effectivement, sortir de notre pays. Je voudrais rappeler, avant de terminer, rappeler que depuis un certain temps, il est fait question de tests rapides. J'aurais pu appeler les spécialistes, Ibrahim Guindo, mais il est en laboratoire en train de techniquer. Mais aujourd'hui, nous avons fait des investigations, nous avons beaucoup de tests rapides, mais aucun test rapide, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, il ne faudrait pas que les gens aillent se faire tester avec ces tests rapides, parce qu'aucun, pour l'instant, n'est homologué au Mali. Et ça donne beaucoup de faux négatifs. Ça veut dire qu'on va dire que vous êtes négatif alors que vous êtes souvent porteur du virus. Et ça, c'est très grave. Il est préférable de dire un faux positif. En ce moment, on vous prend en charge même si vous n'êtes pas malade. Mais ça, on vous prive au moins de votre liberté pendant un certain temps, le temps au moins de l'hospitalisation. Mais c'est préférable que de passer à côté de quelqu'un de positif qui, croyant qu'il est négatif, donc il va effectivement délaisser les mesures barrières. Et je voudrais aussi rappeler que ces mesures barrières sont l'élément clé
pour effectivement contenir l'épidémie. Je le rappelle est pédagogique. Il est bien important que les gens aient le masque. Ça, c'est un élément assez important. Mais les mesures de distanciation sont aussi extrêmement importantes. Et encore plus, la mesure la plus importante, je dis bien la plus importante parmi toutes ces mesures, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Lavage des mains à l'eau et au savon, c'est un élément clé. Parce que même si vous touchez une surface infectée, si vous ne touchez pas votre visage, avant de le faire, il est important de vous débarrasser du virus en vous lavant proprement les mains à l'eau et au savon. Et si vous avez du gel hydroalcoolique aussi, il faut l'appliquer pour atténuer l'action de ces germes. Donc voilà un peu. Donc je dis et je répète, il n'est pas souhaitable que les gens se mettent à acheter des tests rapides. Ils vont avoir une fausse sécurité et ça c'est extrêmement grave. Ça va permettre de diffuser. Parce que quand vous êtes négatif, vous allez vous dire, bon, je n'ai pas de problème. Et donc les comportements peuvent ne pas être adéquats et ça va contribuer à diffuser la maladie. D'autant plus que le test qui est fait, il est gratuit. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont aller payer de l'argent. Lorsque les tests rapides vont être homologués, dans tous les cas, nous informerons l'opinion et certainement c'est le pays qui va être l'un des premiers au niveau nationalement à les utiliser au profit de la population. Comptez le nombre de personnes dans la salle, vous êtes à peu près 25. Et si un patient contaminé, vous êtes tous positifs. Regardez ce qu'a dit le professeur Kakoulé par rapport aux mesures barrières. Aucun respect des mesures barrières. Mettre l'un de l'autre, agglutiner. Je peux vous assurer que c'est un risque. Quand l'OMS a mis en place ces mesures barrières, c'est qu'il y a une raison. Et c'est une raison qui m'amène à parler des différents traitements. Je pense que le professeur Akouri vous a parlé déjà concernant les tests rapides. Je pense qu'il y a une préoccupation aussi par rapport aux différents traitements qui sont mis en place au niveau de certains pays. Je prendrai l'exemple de Madagascar où il y a un produit anti-Covid-19 qui a été lancé. On critique aussi l'OMS de ne pas suivre. Donc je voudrais juste rappeler la procédure pour accepter un vaccin ou un médicament. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé est le garant de la santé des populations. C'est ce que lui ont donné ses fonctions et ses missions. Donc l'Organisation mondiale de la santé ne peut pas permettre qu'un médicament, qu'un vaccin soit mis sur le marché à la disposition des États membres sans que certaines procédures n'aient été respectées. Je prends l'exemple d'un médicament. Et il doit y avoir d'abord un cadre de recherche de ces essais, des recherches exploratoires, des études précliniques, des tests toxicologiques, un cadre réglementaire au niveau du pays, l'obtention de la mise ce qu'on appelle la MAM, l'autorisation de mise sur le marché qui est donnée par le pays, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables, voir quel est le taux de remboursement dans le pays industrialisé où l'assurance maladie fonctionne à plein régime, la fixation des prix et la publication au journal officiel. Donc, avant que quelque chose soit mis et agréé par l'OMS, il y a toute une procédure qui est là, qu'on doit respecter pour que ce produit ne puisse pas être nocif au niveau des populations, bien que ce vaccin ne puisse pas être nocif au niveau des vaccins. Ce n'est pas que l'OMS refuse des traitements, mais il y a des procédures à suivre. Respectant ces procédures-là, ici par exemple au niveau du Mali, vous avez un comité scientifique pour ne serait-ce que faire une étude. Je pense que c'est le comité scientifique du Mali qui décide du protocole, qui le soumet au comité au niveau du Mali, avant que cette enquête puisse démarrer. Donc,
je voudrais juste insister sur cela et insister sur le professeur Akouri l'a déjà signalé, par rapport, peut-être que j'anticipe sur les questions, par rapport au que fait l'OMS au niveau du Mali, que fait l'OMS dans les pays d'une manière générale. Donc, l'OMS n'est pas une institution financière, c'est une institution technique. Aujourd'hui, ce que nous faisons concrètement, et je pense que M. Akouri peut vous le confirmer, nous avons drafté ensemble avec le ministère de la Santé le plan de riposte sur les directives qui sont édictées par l'OMS. Nous avons mis à la disposition de l'équipe du professeur Akouri au niveau de l'INSP pratiquement 24 personnes qui travaillent dans toutes les commissions qui ont été mises en place par la partie nationale, notamment si vous prenez les équipes d'intervention rapide dans toutes les régions, vous trouverez des fonctionnaires, des médecins de l'OMS. L'OMS, en dehors de ça, a mis à la disposition du Mali aussi des médecins qui travaillent au niveau des 10 régions du Mali. Je dis bien des 10 régions du Mali. 1, 2, 3 en fonction des régions. Nous apportons aussi notre appui en matériel et tout ce qui s'ensuit. Donc, le rôle de l'OMS, c'est nous qui disons qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à cette épidémie, comment les choses évoluent au niveau du Mali. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion, peut-être que vous ne le savez pas assez, vraiment féliciter le personnel médical. Pas seulement au niveau de Bamako. Je commencerai par Bamako parce que le personnel, c'est ici à Bamako que nous prenons en charge, que le personnel médical prend en charge les patients Covid-19. Et je peux vous assurer que ce soit au point G, que ce soit à l'hôpital du Mali, que ce soit au centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique, que ce soit à l'ancien centre d'Ebola. Je peux vous assurer que ces gens, que ce soit au niveau des directions régionales, je prends l'exemple de Bamako, ils ont 1000 et quelques sujets contacts qu'ils suivent de manière journalière. Et je pense que vous, en tant que média, j'ai vu hier une vidéo qui m'a vraiment, pratiquement, qui m'a très inspiré. C'est les Maliens de l'extérieur qui ont fait une chanson et qui remerciaient le personnel médical malien qui travaille sur le terrain. Et je pense qu'à vous, au niveau des médias, au niveau des organisations de la société civile, vous devriez faire pareil parce que ces gens travaillent parfois dans des conditions très difficiles, que ce soit à Bamako ou dans les différentes régions. Ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de repos. C'est eux qui prennent le plus grand risque pour la prise en charge de ces patients. Donc, avec votre permission, professeur Akouri, je pense qu'on devrait applaudir le personnel. S'il vous plaît, applaudissez bien.